En direct de Film Guinée, pendant qu'il est 9h35, notre invité est principal du jour, M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il répond aux questions de Mirador. Bonjour, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonjour Aboubakar, bonjour aux collègues journalistes et à vos millions d'auditeurs en Guinée. Bienvenue. Bienvenue, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Talibé Bari. Monsieur le ministre, en brise-glace, on sait qu'il y a eu justement des inondations un peu partout à travers Conakry, à l'intérieur du pays. Les populations affectées ont besoin d'assistance. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la prise en charge justement des préoccupations de celles-ci? Merci beaucoup, Talibé. Effectivement, en début août, nous avons assisté à des cas de sinistres liés aux inondations dans un certain nombre de localités en Guinée. D'abord dans les environs de Conakry, oui, mais également au niveau de la préfecture de Sigiri et quelques cas également dans certaines localités au niveau de Cancan et à la préfecture de Beida. Comme vous savez, dans les réformes que nous avons engagées pour être le plus près des citoyens en matière d'assistance humanitaire, nous avons créé l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. L'agence n'intervient pas que dans l'assistance, mais l'agence intervient dans le cadre de la prévention. C'est pourquoi d'ailleurs, ces jours-ci, vous verrez régulièrement des communiqués d'alerte sur des éléments partagés par la météo que l'agence diffuse pour faire la prévention, mais également des sensibilisations contre tout ce qui est construction anarchique et autres fléaux qui puissent amener des sinistres. Oui. Maintenant, au niveau de Koya, qui était la localité qui a été frappée par cette situation, oui, nous avons déployer les équipes qui sont passées faire l'état des lieux au niveau de la commune urbaine de Koya. Maintenant, au niveau de cette commune urbaine, nous avons 3 localités qui ont été touchées d'abord. Vous avez la commune urbaine de Manéa, la commune rurale plutôt de Manéa, la commune rurale de Kouria et la commune urbaine de Koya. Au total, il y avait environ 3500 personnes affectées, oui, autour de 300 et quelques ménages. Maintenant, vous avez vu les actions de solidarité que le gouvernement a entrepris. Le jour J, même avant même que les citoyens qui étaient pris en partie par l'eau ne puissent être secourus, nous étions sur le terrain. Moi-même, en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, mon collègue du ministère de la Sécurité n'étant pas en Guinée également, tous ces cadres étaient à mes côtés, la protection civile, oui, les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Même les brigades anticriminalité se sont déployées pour aider les jeunes volontaires qui étaient mobilisés à le faire pour sauver les ménages qui étaient pris en partie au niveau de la zone de Manéa, oui, et de Kouria. Après cela également, et malheureusement parmi ces jeunes volontaires, nous avons un jeune qui a perdu la vie en tentant de sauver, ouais, d'autres compatriotes. Ouais. D'autres compatriotes, donc paix à son âme. Ouais. Et nous nous sommes rendus également dans la famille de ce jeune et nous sommes allés également sur les différents sites de Koucha. Les actions de solidarité du gouvernement ne se sont pas fait attendre. Le même jour, toutes les personnes besoin d'assistance psychosociale et sanitaire ont été admises au centre de santé de Manéa, dans le centre de santé de Koya et à l'hôpital préfectoral. Les soins nécessaires ont été administrés à ces patients. Et nous avons mobilisé des habits pour les enfants et de la nourriture pour tous ces ménages qui ont été victimes, dont les nourritures ont carrément été emportées par l'eau ou détruites, ouais, par l'eau. On a vu aussi la première dame sur le terrain, oui, oui. D'autres actions de solidarité, effectivement, ont été engagées par le chef d'État lui-même à travers son épouse, la première dame qui était à la tête d'une délégation où il y avait des membres du gouvernement et d'autres collaborateurs du chef d'État qui ont également envoyé plusieurs denrées vivres et non vivres pour assister les familles.
Également, le même processus s'est étalé au niveau de Kindia, où il y a eu des victimes. Et au niveau de la préfecture de Sigini également, où il y a eu des cas d'inondation, les ménages de ces localités également ont été, un état de lieu a été effectué. Et il y a une première vague d'assistance qui a été apportée. Je crois que la semaine dernière également, l'Angus a déployé un certain nombre de matériel de vivres et de non-vivres au niveau de ces localités également, pour pouvoir apporter l'assistance. Maintenant, au niveau des communes de Matoto et de Ratoma, où nous avons eu aussi des cas de sinistres, des actions de solidarité du gouvernement ne se sont pas fait attendre. Et si antérieurement, le gouvernement vient quelques 2 à 3 jours après, mais cette fois-ci, nous avons vu clairement que dans le feu de l'action même des ministres du gouvernement, sur le cas de Ratoma et Matoto, on était avec monsieur le ministre des Travaux publics et des infrastructures, avec tous les directeurs de ce ministère et du ministère de l'administration du territoire, pour aller d'abord aider les familles qui étaient prises en partie par des sinistres, mais également apporter le soutien moral à ces familles qui ont perdu des proches ou qui ont eu des cas de blessés ou d'autres sinistres. Monsieur le ministre, au-delà de cette solidarité gouvernementale, de cette solidarité de l'État qui s'est exprimée, vous avez déclaré, pour en tout cas éviter ce genre de scénario à l'avenir, vous avez déclaré que la Géroute, en tout cas l'État se ferait entendre pour dégager tous les encombrants qui obstruent le passage de l'eau au niveau et donc ce qui provoquerait ces inondations. Et donc l'action de l'État est annoncée, mais elle se fait attendre à ce niveau. Il semble que c'est la Géroute qui devrait engager ces opérations donc de casse de toutes les habitations, de ces constructions anarchiques dans les lits des cours d'eau. Qu'en est-il? Pourquoi ça tarde? Je pense que d'abord je vais un peu venir à ça. La Géroute n'a pas vocation de casser des maisons qui ont été construites, des habitations qui ont été construites de façon anarchique. La Géroute, comme son nom l'indique, c'est l'agence de gestion des routes. La Géroute veille à ce que tout ce qui est lié à notre réseau routier puisse être bien tenu, bien réalisé, mais que son utilisation puisse se faire dans les règles de l'art. Maintenant, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, la Géroute a son rôle à jouer à côté du ministère de l'Habitat et des services tels que la Direction nationale de l'aménagement du territoire, la DAPU. Effectivement, dans ma communication, dans la communication du ministre des Infrastructures, on avait annoncé des actions fortes de l'État. Oui. Et ces actions, c'est d'abord demander à toute personne, à toutes ces familles qui ont réalisé des constructions sur les canaux d'évacuation des eaux usées, mais également ceux qui ont fait des constructions anarchiques sur d'autres passages de l'eau ou d'autres canaux, que ces personnes puissent accepter volontairement elles-mêmes de dégager. Maintenant, passé le délai requis, le ministère de l'administration du territoire, le ministère des Travaux publics et des infrastructures et le ministère de l'Habitat ont déjà mis en place des équipes qui ont reçu aussi une répartition zonale de leur intervention en partenariat également avec le génie militaire. Ils vont passer à l'action pour casser toutes ces constructions qui obstruent le passage de l'eau. Bien. L'autre élément également, souvent, je l'apprends dans les communications de beaucoup de médias, c'est dire que dans tel quartier, il n'y a jamais eu inondation. Cette année qu'il y a eu inondation. Je vais un peu clarifier cette question. Oui. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, un quartier qui n'avait pas de route, donc où la conduite des eaux n'avait jamais été utilisée. Aujourd'hui, nous avons fait des routes dans les quartiers. Et à côté de ces routes, des caniveaux ont été réalisés. Il se trouve que depuis 1 an, 2 ans, des familles ont fait des réalisations sur le passage de l'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive? Maintenant que l'État avait son plan d'aménagement urbain de la ville de Conakry ou des villes depuis 1960-1970, vous avez pris le risque de venir construire soit l'annexe de votre cour ou bien la fenêtre de votre maison sur le canal qui devait servir d'évacuation de l'eau. Maintenant, les caniveaux sont réalisés. Aujourd'hui, c'est clair que l'eau va faire des dégâts parce que vous n'avez pas tenu compte des prévisions sur votre propre titre foncier ou votre propre plan de masse
qui vous permet de savoir c'est sur quel mètre carré vous devez réaliser votre concession. Donc aujourd'hui, c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Mais toutes les dispositions ont été prises, les ressources financières et matérielles ont été mises à la disposition du ministère de l'aménagement des territoires, de l'habitat, de l'urbanisme, de la restauration des domaines scolaires de l'État. Et avec le génie militaire et les travaux publics, nous allons passer à l'action pour casser ces constructions anarchiques afin de mettre fin vraiment à ces sinistres dont nous pouvons faire l'économie dans notre pays. Bien dit. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, notre invité en ce lundi. Lincoln. Alors, monsieur le ministre, l'actualité, c'est ce rififi autour de ce fameux décret du président qui voudrait que ce soit désormais les gouverneurs qui nomment les chefs de quartier. Beaucoup de questions. Est-ce que cette idée est partie du ministre Mori Kondé qui connaît pourtant la décentralisation? Et quelle année l'opportunité? Lincoln, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Je n'ai pas bien compris. Je dis le rififi autour du décret du président qui voudrait que ce soit désormais les gouverneurs qui nomment les chefs de quartier. Et beaucoup estiment que l'idée de ce décret est partie de Mori Kondé, ce qui étonnerait pour une personne qui connaît la décentralisation pour être à l'origine d'une telle décision. Qu'en dites-vous? Oui, Lincoln, pour qui connaît le fonctionnement de l'administration, je pense qu'il n'y a pas de question à poser pour demander si un texte réglementaire qui vient mettre de l'ordre dans les prérogatives d'un département ministériel vient du ministre concerné. Je crois que la question ne se pose pas. La question n'a pas lieu d'être posée. C'est bel et bien dans les réformes engagées au niveau ministère de l'administration du territoire, dans la continuité de ces réformes, qu'il fallait se pencher sur la question des conseils de quartier et des conseils de district. Depuis le passage de ce décret, nous avons écouté plusieurs commentaires des juges anti-Guillaumet, mais qui font un peu de paresse de fouiller tout ce qui est documents liés à la déconcentration et à la décentralisation dans notre pays. C'est un peu ça aussi. Monsieur le ministre, pourquoi un décret qui viendrait abroger une loi organique? Oui. Non, il n'a pas abrogé une loi organique. J'en viens, si vous me laissez... Allez-y, nous vous écoutons. Vous allez mieux comprendre. Est-ce que nous sommes d'accord, avant de continuer notre discussion, est-ce que nous sommes d'accord que la charte, aujourd'hui, est le document de loi suprême de notre pays? Oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Bien sûr. Très bien. OK. Donc, si vous avez une copie de la charte, certainement, vous pouvez aller à l'article 38 de chaque charte pour lire et comprendre que le président n'a pas pris un décret pour abroger une loi organique, mais la loi suprême que nous avons dans le pays, qui sert de loi fondamentale en attendant l'élaboration d'une nouvelle constitution, le président a agi conformément à cette loi suprême qui lui donne la possibilité de déterminer la politique de la nation et assurer, de par son arbitrage, le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Et si dit, je me limite là pour le moment, je reviens au niveau du Code des collectivités. Le Code des collectivités, dans sa version qui avait été adoptée par nos législateurs en l'an 2006, fin 2006-2007, ce Code des collectivités avait placé les quartiers et les districts comme les sections des communes. Le même Code des collectivités place les quartiers et les districts comme des sections de l'administration territoriale au niveau de la base. Maintenant, dans le même code révisé, qui est postérieur au code électoral, qui permettait aux partis politiques de se partager les conseils des quartiers et des districts, le code des collectivités est postérieur à cette loi. Postérieur. Le code électoral. Ouais. Ultérieur plutôt. Le code électoral qui avait été concocté à l'époque par les deux formations politiques qui avaient beaucoup plus en termes de résultats sur le terrain, qui disait que les conseils de quartier et les conseils de district devaient être installés au prorata des résultats obtenus. Des résultats obtenus a été fait par la même assemblée. Maintenant, c'est la même assemblée qui a révisé le code des collectivités pour dire que les quartiers et les districts sont des sections des communes et que c'est la base de l'administration territoriale.
Et c'est la même loi, je reste dans l'esprit de la loi, qui dit que le ministre en charge des collectivités et le chef de l'État prendront des décrets et des arrêtés pour déterminer le mode de désignation de ces conseils de quartier et de district. Ben, ça, c'est le premier côté. Donc ça figure noir sur blanc dans le code des collectivités. Ça, c'est le premier côté juridique de la loi. Mais laissons tout ça. Venons au niveau de la charte de la transition. Dans la charte de la transition, c'est dit clairement que au niveau des articles 83, au niveau des articles 80, 81, 82, 83, c'est clairement dit que jusqu'à la promulgation d'une nouvelle constitution en Guinée, la charte de la transition reste et demeure la loi fondamentale du pays, donc la loi suprême de notre nation. Et je pense que si aujourd'hui les juristes questionnent des prises de décision du chef de l'État ou du gouvernement par rapport au respect de la loi, c'est parce que le CNRD même a voulu restaurer toutes les lois et ce même CNRD a mis en place la charte de la transition. Si on est d'accord, alors prenez l'article 38 de la charte, le chapitre 2 du président de la transition qui est clair là-dessus. Le chef de l'État, il détermine la politique de la nation et assure de par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Il dispose du pouvoir alimentaire et peut prendre des ordonnances. Maintenant, la question des conseils de quartier n'a jamais été réglée par les différents régimes qui sont fixés à la tête de notre pays. Le dernier document sur les conseils de quartier date de 1991. C'est signé par le ministre Alassane Condé. Et cet arrêté signé par le ministre Alassane Condé disait clairement que les conseils de quartier et de district sont choisis parmi les personnes ayant plus de 10 ans dans le quartier ou dans le district. Mais ce n'était pas sur la base d'un système électoral. Ça, c'est un premier aspect. Le bon sens aussi voudrait également quoi? Si, moi, en tant que ministre de l'administration du territoire, d'une transition, je dois proposer au chef de l'État l'organisation des élections au niveau des quartiers et des districts, ça voudra dire que nous avons 3425 districts à République de Guinée et nous avons 725 quartiers en Guinée. Les deux additionnés, nous sommes aux alentours de 4000 et quelques, 4200 environ. Pour organiser les élections en faveur de 4200 circonscriptions électorales, il nous faut avoir 4200 commissions administratives de centralisation des votes. Donc 4200 magistrats qui vont officier les 4200 commissions administratives de centralisation des votes. En Guinée, nous avons combien de cours et tribunaux? Mais on n'a pas exigé l'élection au niveau si on vous suit bien, ça veut dire que vous avez regardé l'ampleur du job en ce qui concerne... Oui, allez-y. Moi, je veux juste qu'on se comprenne. Ouais, cette discussion que nous avons, nous tenons cette discussion pour éclairer la religion de vos millions d'auditeurs. De nos compatriotes, oui. Ce débat-là, les médias ont pris 2 semaines pour en discuter, mais personne n'a voulu aller à la source. Vous avez décidé d'aller à la source. Laissez-moi vous donner tous les détails là-dessus. Si nous devons prendre 2 heures pour faire comprendre les millions d'auditeurs, je suis disposé à vous donner 2 heures de communication pour permettre aux millions d'auditeurs de comprendre. On est très heureux de l'entendre. Si vous acceptez, monsieur le ministre, parce que la radio, c'est aussi nos obligations. On a nos sponsors, voilà, dont les spots doivent passer. Vous acceptez donc avec votre permission, on va marquer la pause. On revient dès 10 heures, dans 6 minutes exactement, pour continuer ces débats. Plusieurs autres questions donc qui dominent l'actualité, qui seront abordées avec la suite dans la suite de ce grand oral avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé. Nous avons le ministre, on va l'aborder là-dessus de Franco. M. Mori Kondé de retour. Nous venons d'entendre l'avis de ce juriste. Je vais essayer donc de vous le poser. Il dit ceci. Je vais prendre par le bon bout. Est-ce que le ministre Mori Kondé sait que le président Mamadi avait pris un acte au mois de septembre 2021 que toutes les lois antérieures au 5 septembre continuent à produire leurs effets? C'est le cas pour le code électoral. Encore, ce décret décrié n'est pas un décret d'application du code électoral. L'argument que vous utilisez, selon lequel, en tout cas concernant la charte, selon lui, ne tient pas du tout. Il pense que vous n'avez rien compris des dispositions de cette fameuse charte. Tout ce qui pouvait se faire était de prendre une ordonnance en attendant l'adoption d'une constitution. Comment vous réagissez à ces propos d'un juriste? Alors, Abouakar. Oui.
Allô? Oui, nous sommes à l'écoute, monsieur le ministre. Allô, Aboubakar, vous pouvez me rappeler, je ne vous reçois pas bien si vous m'entendez. Bien. Sinon, que vous passez très bien à l'antenne. Alors, Baba, vous allez... Allô, oui, Aboubakar, oui. Je vous copie maintenant. Bien. Oui, reprenez. Voilà, il y a un juriste qui dit que l'argument que vous mettez en avant en invoquant la charte, que cet argument ne tient pas du tout. Il rappelle que au mois de septembre 2021, le président de la transition, le colonel Madoumé, avait pris un acte pour dire que toutes les lois antérieures au 5 septembre continuaient à produire leurs effets. Et il en veut pour exemple donc le cas du code électoral. Et pour lui, ce décret, le décret donc qui donne l'habilitation au gouverneur de nommer désormais les conseils des quartiers et des districts, que ce décret décrit n'est pas un décret d'application du code électoral. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, d'abord, lorsque vous devez m'opposer des communications de personnes, je souhaite que ce soit des personnes qui assument leur position. Un juriste, ça assume sa position, ça dit c'est qui. Comme ça, ça permet de faciliter le débat. Mais quelqu'un qui ne s'assume pas, qui préfère garder l'anonymat, je préfère ne pas donner une réponse à cela. Très bien. Je continue. Bien. La loi, dont le décret de prorogation des lois, conventions et autres dont il fait allusion, a été pris par le chef de l'État le 16 septembre 2021. Le 27 septembre, nous avons une constitution, une charte qui est rentrée en vigueur, qui produit de pleins effets comme constitution dans le pays. Il faut renvoyer votre juriste qui a gardé l'anonymat à la ensuite de lire et vous revenir. Je le disais, si nous devons organiser des élections au niveau des quartiers et des districts, ça voudra dire que nous allons nous engager dans une transition qui partira jusqu'en 2027-28, pour qui connaît le nombre de magistrats que nous avons. D'abord, les tribunaux de première instance dont nous disposons dans le pays, on a du mal à pouvoir meubler en magistrats. Si on doit trouver 4 000 et quelques magistrats pour présider les CACV, ça veut dire que on partait pour une transition de plusieurs années. Ouais. Aussi, et j'ai déjà avancé des arguments d'ordre juridique qui soutiennent le décret du chef de l'État. Maintenant, les personnes, moi je l'ai dit à certains acteurs politiques qui sont précipités pour commenter le décret du chef de l'État. Mais en réalité, au fond, c'est quoi? Oui. Parce que tous les acteurs politiques se battent pour avoir un président de conseil de quartier et de district à leur guise, afin de la manipulation du processus électoral. Sauf qu'à l'ère du digital, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il faut que les gens essaient de comprendre. L'autre chose, j'ai fait l'expérience à Boubacar. Oui. J'ai invité certains présidents de conseil de quartier de Conakry à déposer au niveau de la direction nationale des affaires politiques et l'administration électorale des cartes d'électeurs non retirées. Vous remarquerez que un président de conseil de quartier qui est proche de tel parti politique, les cartes d'électeurs qu'il dépose, les 100%, c'est les cartes d'électeurs des partis politiques opposés dans la zone. Donc, aujourd'hui, tous ces acteurs politiques qui s'agitent, qui se font passer pour des grands experts, qui parlent même de refus de la décentralisation, en réalité, l'intérêt dont ils disposent dans cette affaire, c'est la question de manipulation électorale. Il n'y a rien d'autre que ça. Tous ces arguments fallacieux qu'on est en train de développer par-ci, par-là, dire que non, ça ne respecte pas la loi, ça n'a aucun fondement. Le vrai fondement de leur acharnement sur le décret, c'est la question liée à la même mise sur les quartiers et les districts pour des fins électoralistes, mais l'autre chose, pour les permettre, chaque fois qu'ils veulent bloquer les citoyens dans leur mouvement au nom de manifestations ou de je ne sais quoi, c'est pour pouvoir dérouler leur agenda là. Aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'à Conakry, avec tout ce qui est en train de se faire, vous prenez tous les quartiers de Conakry. Le président du conseil des quartiers le moins âgé, vous voyez que le monsieur il a 60 ans. Oui. Il ne peut absolument rien apporter aujourd'hui au quartier. Comment comprendre que les routes qui sont en train d'être faites aujourd'hui, des poteaux électriques pour lesquels nous avons dépensé des centaines de milliards pour éclairer la ville, que les présidents des conseils de quartier ne soient pas en mesure, ne serait-ce qu'un véhicule qui casse ces poteaux, de pouvoir suivre le process afin que le poteau puisse être remplacé par le chauffeur qui a accidenté le poteau. Ou dans un quartier où on vient creuser ces bitumes qui ont été nouvellement réalisés, où on fait passer des tuyaux, des canaux d'évacuation d'eau ou des câbles électriques. Pour moi, c'est inacceptable. Ouais. Quelque part, il faut comprendre que c'est l'argent du peuple de Guinée que nous sommes en train de prendre pour faire ces routes, pour faire ces infrastructures. Donc, aujourd'hui,
la configuration actuelle n'est pas à l'avantage d'un citoyen. Aujourd'hui, aucun citoyen dans le quartier, si vous faites un sondage, vous comprendrez jusqu'à quel niveau les gens en ont marre. Donc vous êtes formel, le décret du président est légal. Est légal. L'autre chose, là où je vais encore venir, oui. Il y a certains acteurs politiques qui sont précipités pour commenter. Mais après, lorsqu'ils sont venus me rencontrer, ou quand j'ai eu des communications téléphoniques avec eux, ils se sont rendus compte que s'ils avaient toutes les informations, ils n'auraient pas fait les sorties pour s'attacher au décret. Je vais vous dire, oui. l'arrêté d'application que j'ai signé pour aller maintenant par rapport aux modalités pratiques de nomination des présidents de conseil de quartier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les gens s'agitent. Donc cet arrêté, il a déjà été pris, cet arrêté d'application. Je vais vous envoyer la copie de l'arrêté. Bien. On n'avait pas diffusé. Et aujourd'hui, on va le diffuser. Vous allez avoir la copie. Donc ça veut dire que la rencontre entre les facilitatrices et les coalitions politiques. Écoutez, moi je suis ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce n'est pas un acteur politique qui quitte les prises de décision ou les prises de décision du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? Le chef de l'État a pris un décret. Quand regarder le visage de quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais regarder le visage de quelqu'un pour prendre un arrêté. Les actes que je prends, c'est des actes réglementaires qui sont en conformité avec les textes de loi qui régissent l'organisation et l'administration territoriale à la République de Guinée. Alors, que dit cet arrêté, monsieur le ministre? Attendez, laissez-moi finir. Bien, les politiciens qui sont rencontrés, facilitatrices ou pas, cela ne m'engage pas. Ce qui m'engage, je vous dis, c'est le décret que le chef d'État a pris, pour lequel je dois prendre des actes réglementaires complémentaires de l'arrêté pour aller à l'application de ces actes. Oui. Ceci dit, l'arrêté sur les modalités pratiques de nomination des chefs de quartier, des présidents des conseils de quartier et des districts dit quoi? Dans chaque quartier, les quartiers sont divisés en secteurs. Les districts sont également divisés en secteurs et en hameaux. Chaque prétendant, d'abord les représentants qui doivent désigner des membres au niveau du conseil de quartier, c'est les jeunes. Ça voudra dire quoi? Les jeunes des différents secteurs vont se retrouver pour désigner leurs représentants entre eux. Au niveau des différents secteurs, une fois qu'ils ont terminé la désignation, l'ensemble de ces jeunes désignés dans le quartier vont se retrouver pour dire voici les 3 premiers que nous désignons. Dans le même quartier, les femmes vont se retrouver pour désigner leurs représentantes. Les sages vont se retrouver pour désigner leurs représentantes. Donc nous allons avoir, en fonction du code des collectivités tel que c'est dit, le nombre de conseillers par quartier. Pour les quartiers de 0 jusqu'à 1000 habitants, c'est 5 membres de conseil de quartier. Ouais. Jusqu'à 2000 habitants, c'est 7 membres de conseil de quartier. Jusqu'à 5000 habitants, c'est 9 membres de conseil de quartier. Jusqu'à 7000, c'est 11 000 membres de 11 membres du conseil de quartier. Donc, ainsi de suite en fonction de la population. Oui. Ces entités-là vont se retrouver entre elles de la façon la plus simple, désigner leurs représentants. Lorsqu'ils désignent leurs représentants, cette liste est concoctée par le maire de la commune rurale ou le maire de la commune urbaine. Maintenant, le maire de la commune urbaine transmet cette liste au préfet, il fait la centralisation. Lorsque le préfet fait la centralisation de cette liste, maintenant les prétendants pour être expressement président du conseil de quartier, ça voudra dire quoi? Mori Kondé est désigné comme représentant des sages dans le quartier, Abouakar Diallo est désigné comme représentant des jeunes, Talib est désigné comme représentant des femmes, ainsi de suite. Lorsque Abouakar maintenant voudrait être président du conseil de quartier, ou Mori voudrait être président du conseil de quartier, Mori doit recueillir la signature de 2 tiers des chefs de ménage du quartier, qui est annexée à sa demande de candidature adressée au maire, que le maire transmet. Maintenant, une commission est mise en place au niveau préfectoral, qui regroupe le maire et son secrétaire général et certains conseillers pour statuer au cas par cas. C'est après avoir fait ce travail qui est transmis à M. le gouverneur qui prend juste une décision administrative. Donc, l'intervention du gouverneur, en tant que représentant du chef de l'État au niveau régional, c'est signer la décision administrative. Mais tout le processus se fait au niveau communal et au niveau préfectoral. Et comme les gens ont pris le temps de commenter des actes parfois réglementaires, parce que malheureusement, c'est ça en Guinée, n'importe qui peut se prononcer sur n'importe quel acte de l'État sans chercher à fouiller le vrai fondement juridique et le fondement du fonctionnement de la société. Encore une fois, si on est d'accord que la transition conduite par le CNRD
vise à faire une refondation de l'État, à faire une rectification institutionnelle, et que la Constitution est pour le moment, qui n'est pas adoptée, que la charte de la transition fait office de loi fondamentale, donc de Constitution, c'est elle qui est la loi suprême du pays, soyons d'accord qu'en son article 38, il permet au chef de l'État de prendre des actes réglementaires pour assurer la continuité, faire l'arbitrage et le bon fonctionnement des pouvoirs publics afin de faire le bon fonctionnement de l'État. Au même moment, monsieur le ministre, quand on dit que les lois antérieures au 5 septembre 2021 continuent de produire leurs effets, c'est le cas du code électoral. Justement, Abouakar, c'est le cas du code électoral. Abouakar, en fait, là où peut-être vous n'avez pas compris, la même assemblée qui a voté cette code électoral qui permettait la répartition des conseils de quartier et districts entre les partis politiques, c'est la même assemblée qui a adopté ce code électoral qui a encore révisé la loi sur les collectivités, le code révisé des collectivités locales à la date du 26 mai 2017 et qui a été promulgué le 28 mai. C'est cette même assemblée qui a dit dans cette loi que les quartiers sont les sections de l'administration territoriale de base. Donc du coup, le prolongement des sous-préfectures et des préfectures. Ceci dit, ce que vous devez comprendre, la loi intervient dans le cadre de la réglementation des collectivités. Les actes réglementaires, c'est-à-dire que les décrets du chef d'État, les arrêtés du ministre interviennent dans le cadre de l'organisation du fonctionnement de l'administration territoriale. Ceci dit, si on parle de ce principe, ceci dit, les quartiers et les districts étant les sections de l'administration territoriale de base, les décrets peuvent bien déterminer leur fonctionnement. Très bien dit. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, notre invité, Diarra Girassi. Alors, monsieur le ministre, c'est un décret qui continue d'être récusé par la quasi-totalité des cadres, des acteurs sociopolitiques de ce pays. Est-ce que finalement vous allez faire fi de leurs réclamations demandant à ce que ce décret soit tout simplement rapporté? Madame, écoutez, un décret n'est pas un acte réglementaire ou une loi ne fait pas sujet de commentaires. C'est le seul pays d'ailleurs où c'est possible. Ce que je dois vous dire, le décret a été pris conformément au texte en vigueur. L'arrêté d'application que nous avons élaboré au ministère de l'Administration du territoire rentrera en vigueur et les présidents des conseils de quartier des districts vont être installés conformément à l'esprit de ce décret. Donc pas de recul. Pas de recul à l'horizon. Non, pour moi, c'est une question qui ne mérite pas quand même Abouakar d'être posée. Bien, voilà. Lincoln, allez-y. Au même moment que peut-être vous redoutiez que les les facilitatrices prêchent dans le vide. Dans le vide, oui. Vous redoutez que les partis politiques n'aient le contrôle des quartiers. Au même moment, les citoyens aussi sont inquiets du fait que le gouvernement veut s'énergiser les quartiers parce que les gouverneurs sont nommés, les chefs de quartier nommés. Donc, tout cela pour des fins électorales. Que répondez-vous à ces accusations? Merci beaucoup, Lincoln. Ça veut dire qu'on a CNRDisé aussi les communes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des communes quand même qui sont nommées par le ministre Mori Kondé. Quel commentaire avez-vous sur un conseil communal qui a été nommé par Mori Kondé et qui est quand même critique ou qui fissure des actes du CNRD? Je pense qu'il faut sortir de ces commentaires. Faites référence à quel conseil communal? Quel conseil communal par exemple? Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quand même. Certains même interviennent dans vos médias. Je pense que ça, c'est une question qui ne mérite pas d'être posée. Arrêtons de voir toujours la politique politicienne dans tout. Si, en fait, moi, je voudrais qu'on soit d'accord. Si nous sommes d'accord que l'esprit de la charte en lieu et place d'une constitution était de permettre au gouvernement de pouvoir gérer les affaires du pays, faire la continuité de l'État, assurer l'arbitrage et le bon fonctionnement des services de l'État, soyons d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas quand même dire que la charte ou le décret, l'ordonnance 16 septembre que le chef d'État a pris, tu ne peux pas l'apprécier et aller à l'encontre de ce décret. C'est 2 poids 2 mesures. C'est soit on refuse l'ordonnance du 16 septembre, la charte de la transition en date du 27 septembre, et on refuse le décret. Mais si on accepte ces 2 dates, ça veut dire que nous, on est tenu obligé, sans commentaire, d'accepter le décret et l'arrêté que le ministre de l'Administration du territoire prendra pour aller sur les modalités pratiques d'organisation des quartiers et des districts. Je pense que en fait, c'est quelque chose quand même qui est assez basique. Tu ne veux pas vouloir quelque chose de son contraire. C'est comme si tu disais que tu ne reconnais pas le CNT, mais tu demandes au CNT de faire vite
pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est un peu la même chose. C'est la même chose. Bien. Monsieur Mori Kondé, en direct sur Film Guinée d'Amirador, on va poursuivre ce débat avec vous, Manu, cette interview pour aborder d'autres sujets. Allez-y. Monsieur le ministre, venons-en au budget de retour à l'ordre constitutionnel qui est estimé à 600 millions de dollars. Est-ce qu'on peut savoir à date où est-ce que vous en êtes dans 600 millions de dollars américains, ouais. Bon. Est-ce qu'on peut savoir à date où en êtes-vous? Oui, comme je le disais, nous avons présenté un budget, c'est malheureusement d'ailleurs aussi ce pays. Nous avons présenté un budget avec 3 scénarios, 3 hypothèses. Le premier scénario, oui, le budget global de retour à l'ordre constitutionnel est de 5 167 milliards. Le deuxième scénario est de 5 400 milliards. Le troisième scénario est de 5 800 milliards. Nous avons prévu les 3 scénarios. Maintenant, l'arrimage de ces différents scénarios dépendra de ce que les acteurs politiques qui siègent au Conseil national de la transition et les autres acteurs politiques qui ont accepté pour le moment de venir au cadre de dialogue, même si je sais que les autres aussi vont rejoindre, sur la base des futures conclusions du cadre de dialogue décidera que nous verrons sur les 3 scénarios quel scénario sera applicable. Mais pour le moment, sur le scénario de 5 167 milliards, nous avons aujourd'hui bouclé complètement, par exemple, le premier point, le recensement général de la population, qui se chiffre à 330 milliards, le montant est totalement bouclé. Les 100% des financements sont mobilisés. Aujourd'hui, le ministère du Plan et de la Coopération, à travers l'Institut national des statistiques, est en train de dérouler ses activités. Tout à fait. Personne ne me dira le contraire. Oui. Maintenant, au niveau du recensement administratif à vocation d'état civil, 48 heures après la signature de l'accord entre la Guinée et la CEDEAO, le chef de l'État a ordonné au ministre du Pôle financier de voir au niveau du budget de la présidence comment trouver un montant pour tout de suite rendre opérationnelles les activités de RAVEX, le recensement administratif à vocation d'état civil. Et les heures qui ont suivi, le ministère des Finances a disponibilité sur le compte spécial de retour à l'ordre constitutionnel 60 milliards, ça c'est déjà en 2022, pour débuter les travaux. Au 1er janvier de 2023, il y a un montant de 400 milliards également qui a été mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire pour la continuité. Donc si vous prenez aujourd'hui 60 milliards, les 330 milliards pour le recensement de la population et les 400 milliards, nous sommes quand même à peu près, ça avoisine à peu près les 100 milliards qui sont à date rendus disponibles et qui sont en train d'être exécutés comme action. L'autre chose, vous prenez l'élaboration de la nouvelle constitution. Dans le budget du chronogramme, ce montant se chiffre à 470 milliards. Aujourd'hui, il y a plus de 60 à 70% de ce montant qui sont déjà mis à disposition du Conseil national de la transition, qui a beaucoup d'ailleurs avancé sur l'élaboration de la nouvelle constitution. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de saluer vraiment le travail de l'équipe le courage vraiment de l'équipe dirigée par Dr Dansa Kourouma, parce que parfois il travaille jusqu'à des heures très tard, jusqu'à 1h, 2h du matin, sur ces documents afin qu'on puisse être dans le délai imparti dans l'accord dynamique que la Guinée a signé avec la CEDEAO. Donc, je pense que faire des commentaires autour de la mobilisation des ressources, ce n'est pas chercher à avoir un certain nombre de détails, c'est un peu quand même un raisonnement erroné. Aujourd'hui. Mais là, si on vous suit très bien, on est à plus de 100 millions de dollars américains déjà mobilisés, monsieur le ministre. Oui, le montant de 400 milliards qui sont mobilisés, 60 milliards, 330 milliards déjà qui sont mobilisés d'ici au niveau du ministère des Plans qui est en train de travailler. Et au niveau de conscience de la transition, donc, je ne pourrais dire exactement le montant, mais je sais qu'aujourd'hui, les travaux liés à l'élaboration de la nouvelle constitution, plus de 70% des travaux sont déjà réalisés par le Conseil national de la transition. Donc, c'est de dire quand même que le gouvernement est en train de respecter ses engagements et le gouvernement est en train de travailler. 100 millions. Monsieur le ministre, d'où proviennent les 400 millions annoncés par le Premier ministre alors? Non, 40 millions. Oui. Les 40 millions annoncés par le Premier ministre. Si on vous suit très bien, vous êtes dans le détail. Si on additionne, vous êtes à plus de 100 millions. Votre Premier ministre annonce que 40 millions. Il y a contradiction là, monsieur le ministre. Il n'y a pas de contradiction, je vais vous dire. Les 400 milliards qui ont été donnés au mois de janvier
par le gouvernement pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est moi-même qui ai fait une communication lors du dernier comité de pilotage en disant que le gouvernement depuis le début de l'année a donné 40 millions de dollars. La communication de M. le Premier ministre, encore une fois, fait référence à ces 40 millions de dollars. Mais ces autres montants dont nous faisons allusion sont antérieurs à ces 40 millions de dollars. Donc, c'est le dernier montant que le Premier ministre a annoncé. Cela ne prend pas en compte les 330 milliards qui ont été déjà mobilisés et mis à disposition du ministère du Plan et de la Coopération, les 60 milliards qui ont été mobilisés par le chef d'État lui-même dans son budget pour l'exercice 2022. La communication du Premier ministre sur les 400 milliards, ça fait référence au dernier montant qui a été mis à disposition du MATD pour l'exercice 2023. Donc pas de contradiction. Effectivement, ma communication que j'ai tenue lors du dernier comité de pilotage. Pas de contradiction donc. Bien. Si vous faites la sommation de l'ensemble des montants mobiliers, nous sommes quand même à plus de 100 millions. À plus de 100 millions de dollars américains sur les 600 millions. Voilà, la suite avec vous, Likon, allez-y. Oui, toujours, il y a des citoyens qui se demandent, parce qu'au CNT, au CNT, la question a été posée à votre secrétaire général. Est-ce que les chefs de quartier seront des bénévoles ou des fonctionnaires? C'est la grande question au CNT qui n'est pas encore répondue, monsieur le ministre. Bon, pour le moment, nous sommes sur les discussions là-dessus. Mais encore une fois, dans l'esprit de la refondation et de la continuité des réformes qui sont engagées à date et qui devaient normalement continuer tant que possible dans notre pays, nous devons mettre fin à tout système de bénévolat dans les fonctions qui nécessitent des prises de décision dans des fonctions où il y a de l'argent qui circule pour mettre en place de véritables mécanismes qui permettent de rémunérer ceux-là qui doivent agir en nom et pour le compte de l'État et des citoyens. C'est ma position là-dessus. Les débats vont se poursuivre avec les cadres du ministère de l'administration du territoire et les jurys locaux pour trouver le juste milieu. Mais ma position en tant que ministre de l'administration du territoire et citoyen, pour moi, toute personne désormais agissant au nom et pour le compte de l'État et des citoyens, on doit sortir du bénévolat pour prévoir des prises en charge. C'est ce qui permet aussi de faire de la coercition contre ces personnes lorsqu'ils vont voter et de faire des mises en garde. Bien. Imaginez un chef de quartier ou le président district de Kouria Centre qui se réclame être un bénévole, mais qui gère quand même des centaines d'affaires concernant les citoyens. C'est pourquoi régulièrement, nous recevons des plaintes des citoyens pour dire que j'ai été dépossédé par tel président de district ou tel président de quartier par rapport à tel ou tel bien. C'est parce que ils ne sont pas dans un cadre administratif qui fait qu'ils ont des obligations vis-à-vis de l'État, mais ils peuvent être aussi poursuivis de façon civile et de façon pénale dans l'exercice de leurs fonctions. Donc pour moi, il faut sortir de ce système de bénévolat. Et encore une fois, les débats vont se poursuivre avec les représentants des élus locaux du Conseil national de la transition dans les jours à venir pour prendre le juste milieu, et je n'hésiterai pas aussi à m'aligner sur ce que voudra décider la majorité. Bien. Monsieur le ministre, avant de revenir sur le budget du retour à l'ordre constitutionnel, cette question des citoyens, qu'en est-il du cas des conseils communaux dont les 5 ans de mandat prennent fin en octobre, donc dans 2 mois? Qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous faire installer des délégations spéciales à la tête de tous les exécutifs communaux du pays en attendant l'organisation des prochaines élections communales? Qu'allez-vous faire? Avant d'arriver d'abord au mois d'octobre, il y a un travail d'évaluation qui continue toujours. Certains conseils communaux qui se sont servis des biens des citoyens vont rejoindre les autres qui sont devant les juridictions pour des fins de remboursement ou des fins de commission par rapport à ce qu'ils ont pris ou touché qui ne devaient pas arriver. Maintenant, la question liée au remplacement des conseils communaux des communes urbaines et des communes rurales, dont les mandats seront à terme à partir du mois d'octobre. Un travail est en cours. Dans les jours à venir, le ministère de l'administration du territoire fera une communication claire là-dessus et qui sera publique sur le territoire national. Très bien dit. Oui, Talibé. Avant Basseko. Monsieur le ministre, dans la situation que vous avez faite de la mobilisation financière pour le retour à l'ordre constitutionnel, vous n'avez pas fait mention des apports des partenaires bi et multilatéraux, parce qu'on avait entendu à un moment que les États-Unis débourseraient 15 millions de dollars. Est-ce que vous avez une situation... L'Union européenne aussi, 25 ans. Non, écoutez,
Écoutez, moi je viens de vous dire les ressources mobilisées qui sont disponibles à date. Oui. J'ai signé beaucoup de documents avec des partenaires. L'ambassade des États-Unis déjà a disponibilisé 15 millions de dollars. Et il reste à confirmer la disponibilité des ressources, mais également, en plus de ces 15 millions, l'ambassade des États-Unis a également s'est engagée à prendre tout le volet lié à l'appui au processus de RAVEC dans son volet communication et appui institutionnel. Mais pour le moment, si je dois prendre la parole en tant que ministre de l'administration du territoire en charge de conduire le processus, je me dois de dire aux citoyens guinéens les ressources disponibles à date dans les comptes au niveau du Trésor. Oui, mais la question de Talibé, c'est bien de savoir quelle est la part de contribution des partenaires dans ces ressources. Il y a déjà l'Union européenne qui a annoncé une contribution de 25 millions de dollars. Ouais. Nous sommes en discussion toujours avec l'Union européenne pour d'éventuelles contributions qui se chiffreraient entre 40 à 45 millions d'euros également. Ouais. Avec l'AFD déjà, depuis la signature de l'accord avec la CEDEAO, nous avons fait une demande d'appui institutionnel à l'AFD qui a déployé des experts dans ce sens qui travaillent. Et tous ces documents que nous présentons en longueur de journée, comme avancés, ces documents, leur élaboration sont appuyés, pour ne pas dire même sont réalisés par les experts que l'AFD a déployés auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Très bien. Vous avez aussi d'autres partenaires. Par exemple, le vendredi, j'ai reçu une demande formelle de l'ambassade du Japon qui nous a demandé d'envoyer le projet de demande de budget qu'ils doivent envoyer afin d'être pris en compte dans leur document de programmation budgétaire pour 2024. Donc, plusieurs partenaires ont pris des engagements d'appui. Si nous avons tous ces engagements mobilisés, les ressources annoncées pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous serons presque un peu au-delà du montant sollicité. Et encore une fois, je me dois d'être prudent dans la mesure où l'argent que je n'ai pas sur les comptes dans le livre du Trésor, je ne peux pas compter sur ces ressources pour la conduite du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien, oui. Basekou. Ce qui inquiète aussi les partis politiques, c'est le respect du délai du chronogramme de la transition au regard de la faible mobilisation des ressources financières. Dites-nous, monsieur le ministre, qu'on va respecter dans le délai de 2 ans et qu'aucun glissement de calendrier ne sera autorisé. Qu'est-ce que vous appelez faible mobilisation? Oui, mais à 16 mois de la fin des 2 ans, monsieur le ministre, vous en êtes qu'à plus de 100 millions, un peu plus de 100 millions sur 6, sur un peu plus de 500 millions. Oui. Les 100 millions sur 500 millions représentent combien comme pourcentage? Non, c'est 20%. C'est 20%. Sur 80%. 20% de 100 millions, c'est 20% de 500 millions. Ok. Maintenant, par rapport à la question des partis politiques, je ne sais pas, le parti politique qui pense que c'est une mobilisation. Vous savez, c'est un peu difficile de commenter un débat. La personne est en mesure de venir autour de la table discuter avec vous. Moi, je serais bien heureux qu'un parti politique puisse m'interpeller pour dire, monsieur le ministre de l'Administration du territoire, nous voulons vous rencontrer pour discuter de façon pratique par rapport à la mise en œuvre du chronogramme de la transition afin d'éviter le glissement. C'est plus simple, c'est technique. On va se retrouver, discuter, regarder les tenants et les aboutissants. Mais quant à aller commenter un débat sur lequel on n'a pas tous les éléments de fond, c'est un peu difficile à dire. Oui, mais rassurez-nous, monsieur le ministre, que les 2 ans conclus avec la CEDEAO seront respectés. C'est les citoyens que moi j'ai l'obligation de rassurer les citoyens. Oui, à travers nous sommes le relais. Nous sommes le relais des préoccupations des citoyens. Nous sommes citoyens. L'organisation régionale appelée la CEDEAO est venue voir le gouvernement de la République de Guinée pour dire qu'il souhaite que le gouvernement puisse cadrer son processus de retour à l'ordre constitutionnel dans un calendrier de 2 ans. Oui. Et qu'elle se ferait porte-voix auprès de toutes les organisations internationales pour la mobilisation des ressources. Nous avons travaillé et à date, je pense que une communication qui se devait d'être
c'était quand même de féliciter la bonne foi du gouvernement qui, malgré tout, a mobilisé 100 et quelques milliards, 100 et quelques millions de dollars oui. sur les 500 millions pour le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, la CEDEAO également, malgré les commentaires de certains que j'entends, je ne sais pas si c'est peut-être eux qui assurent la super présidente de la CEDEAO, mais nous travaillons avec la CEDEAO et aujourd'hui la CEDEAO a fait beaucoup d'efforts auprès des partenaires techniques et financiers pour permettre de mobiliser ces ressources. D'ailleurs, c'est ce qui s'est matérialisé par l'engagement de plusieurs partenaires à nous accompagner. Maintenant, les partenaires vont amener leur contribution. Nous essayons de mettre la pression autant que possible afin que ces contributions-là puissent arriver le maximum, le plus tôt que possible, pour qu'on puisse aller très rapidement vers les différents scrutins afin d'organiser la première étape du processus électoral qui concerne l'élection du président de la République et l'organisation de l'investiture de ce président et le gouvernement de la transition va se retirer. Maintenant, nous, vous en tant que médias, oui. écoute, pour nous aussi également, lorsqu'on a l'opportunité d'intervenir dans vos médias, c'est toujours ce même message de plaidoyer que nous faisons à l'endroit de tous ces acteurs qui aussi peuvent avoir des voix audibles auprès de ces institutions afin d'accélérer leur processus de décaissement des ressources pour qu'on puisse aller très rapidement vers l'essentiel et sortir de ces débats qui ne rapportent pas grand-chose dans la conduite du processus. Mais encore une fois, oui. avec les ressources que nous avons, nous allons continuer à dérouler les activités telles que définies dans le chronogramme signé avec la CEDEAO en attendant l'arrivée de ces ressources financières pour continuer les autres points du chronogramme de la transition. Bien. Talibi, alors, il nous reste 10 minutes. Hein. Alors, monsieur le ministre, est-ce que à date, on peut considérer que le chronogramme de la transition tient et que au bout des 24 mois, il y aura justement, en tout cas, on aura bouclé tout le processus électoral, toutes les différentes élections jusqu'à la présidentielle? Dans ma lettre de mission que le chef d'État a bien voulu me donner, le processus de mise en œuvre du chronogramme doit s'exécuter conformément au chronogramme établi entre la Guinée et la CEDEAO. Bien. Maintenant, en ce qui concerne aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans le délai ou pas? Je crois que lorsqu'on vous invite souvent à venir, à envoyer vos éléments pour participer aux réunions de comité de pilotage pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition, parfois demandez-leur aussi des comptes rendus pour qu'ils vous fassent le point sur l'état des lieux et là où nous sommes. Lorsque vous prenez aujourd'hui les activités qui sont réalisées, transposer ces activités sur le chronogramme qui a été signé avec la CEDEAO, nous sommes légèrement en avance par rapport à ce qui est convenu dans ces activités. Je vous donne un exemple. Ce matin, les conseils nationaux sont en train d'analyser deux projets de loi. La loi portant régime de l'état civil à République de Guinée et la loi sur l'identification des personnes physiques à République de Guinée. Ces deux lois ont été élaborées par le ministère de l'Organisation des territoires dans le but de faire la réforme institutionnelle. Parce que lorsque vous prenez le deuxième point du recensement du chronogramme, le RAVEC, c'est réparti en 5 composantes. La première composante, c'est la réforme institutionnelle et juridique. C'est que nous avons un vide juridique en Guinée qui ne permettait pas d'aller sur ces actions. Oui. Vous prenez, par exemple, donc il faut fixer le cadre juridique. Oui, tout ce qui est prise d'empreinte. Et puis des années, nous le faisons pour faire la carte d'identité et le passeport. Mais si vous savez qu'il n'y a aucune loi qui encadre en Guinée. Bien sûr. Il n'y avait pas de loi. Oui. C'est une sorte. Il n'y a aucune loi qui l'encadre. Donc nous avons déposé ces deux lois. Le Conseil national de la transition est en train d'analyser ces lois. Normalement, ici, la première semaine du mois de septembre, ces deux lois vont être adoptées et promulguées par le chef de l'État. Quand vous prenez le chronogramme signé entre la Guinée et la CEDEAO, cette activité devait intervenir vers la fin du mois de septembre. Je veux dire aujourd'hui que nous sommes beaucoup en avance. Dans les jours à venir, nous allons faire le lancement des activités opérationnelles du RAVEC sur le terrain. Dans le planning convenu avec la CEDEAO, cette activité est prévue entre le 28 et le 10 octobre 2023. Donc c'est de dire que
Et quoi que l'on dise, aujourd'hui, quand même, les actions sont en cours. Nous sommes beaucoup en avance, même si nous n'utilisons pas de tambour pour faire de la publicité, parce que pour nous, nous avons inscrit nos actions dans le cadre de l'efficience. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de bruit ou de communication sur ce que tu as l'obligation de faire. Il s'agit de faire ce que le peuple demande de faire et aider le chef d'État à respecter tous les engagements qu'il a pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Bien, si on vous suit très bien, monsieur le ministre, c'est qu'on sera dans le délai. Le délai de 2 ans est bel et bien tenable. Jusqu'à preuve du contraire. Bien. Allez, peut-être deux dernières questions. Oui, la situation des anciens contractuels. Oui, allez-y. C'est ça, la question qui fâche, la situation des anciens contractuels. Votre département était censé régler la situation, mais aujourd'hui, on doit encore beaucoup d'argent à ces contractuels qui ont accompli leur part de mission, mais malheureusement, l'État reste le devoir de cette situation. Qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les différentes solutions sur la table pour régler définitivement le cas de ces contractuels, des anciens contractuels? Je ne suivais pas. Reprenez s'il vous plaît. L'icône posait la question par rapport aux enseignants contractuels. Et voilà, on les entend se plaindre depuis plusieurs mois. Et votre département est pointé du doigt. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur le ministre? Comment vous comptez régler leur situation? Vous leur devez des mois impayés. Merci beaucoup, Abouakar. Je pense que c'est l'occasion quand même pour clarifier cette situation. Oui. D'abord, avant de commencer, c'est quand même très encourageant le travail qu'abattent ces enseignants contractuels dans nos préfectures, sous-préfectures et lycées à l'intérieur du pays. Oui. C'est bien pour moi de saluer tout le courage de leur encadrement, les différents syndicats de l'éducation et ainsi de suite, pour tous les efforts, mais également les actions de plaidoyer qu'ils ont entrepris auprès de l'État. Je vais revenir un peu à la genèse de cette situation à Bouakar, pour permettre à vos millions d'auditeurs de comprendre. Au mois de septembre 2022, le ministre de l'Éducation nationale, lors d'un conseil des ministres, avait attiré l'attention du conseil des ministres par rapport à un manque criard d'enseignants qui se poserait à l'ouverture des classes. Lorsque la question a été posée, le chef de l'État a questionné par rapport à la fonction publique locale. Je rappelle ici que en 2017, notre pays a fait la révision de la loi sur la décentralisation. Antérieurement, la Guinée disposait d'une loi sur la décentralisation qui avait transféré 32 domaines de compétences aux collectivités locales, dont l'enseignement élémentaire, primaire et secondaire, leur construction, leur entretien, leur aménagement, le paiement du personnel qui travaille dans ces établissements. La loi qui date de 2006-7 avait agi dans ce sens. Oui. Après 10 ans d'exécution de cette loi, les praticiens de la décentralisation se sont retrouvés, ont questionné les avancées là-dedans. À l'époque, j'étais de l'autre côté, au niveau des relations civiles, j'ai participé à ces travaux. Et nous nous sommes aperçus que les 32 domaines de compétences qui ont été transférés à ces collectivités locales, il y avait un problème. D'abord, non seulement lié au transfert des compétences, mais également au transfert des ressources financières humaines qui devaient accompagner l'exercice de ces compétences par ces collectivités. C'est ce qui a amené l'équipe qui avait été identifiée à proposer un regroupement de ces compétences en 14 domaines de compétences. C'est pourquoi dans la nouvelle loi révisée en 2017, nous avons regroupé ces 32 domaines de compétences en 14 domaines de compétences. Parmi ces 14 domaines de compétences, vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont propres aux communes aux régions. Les régions ont un certain nombre de domaines de compétences. Les communes urbaines, parce que les régions, quand je dis région, dans notre loi sur les collectivités, les régions sont des collectivités en République de Guinée. Donc, ils ont des domaines de compétences et les régions également. Maintenant, comme pour le moment, les régions n'ont pas été érigées en collectivité, c'est les communes qui exercent
14 domaines de compétences. Au nombre de ces 14 domaines de compétences, vous avez la création, l'organisation, la gestion et la modification des services administratifs. Donc, on va dire que les communes peuvent créer des services administratifs publics locaux dans le cadre de leur libre administration à la base. La gestion administrative, financière et budgétaire comptable et la passation des marchés également, les sociétés peuvent le faire. La planification, le développement local, l'aménagement des territoires également, l'urbanisme et l'habitat est du ressort des mêmes collectivités. Et tout ce qui est infrastructure sociale, administrative, les équipements, le transport, les voiries, l'entretien et l'éclairage public. On va dire que même les voiries, les routes, au niveau des communes, les collectivités ont compétence de pouvoir les réaliser. Bien. Monsieur le ministre, concrètement, parce qu'il nous reste plus qu'une minute. Oui. 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 Il faut que vous me laissiez, en fait, donner les détails, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de la question des anciens contractuels. Le fondement juridique même qui a amené le ministère de l'Administration du Territoire à appuyer le MEPIA dans ce processus. Maintenant, vous avez, au niveau de compétences numéro 6, tout ce qui est lié à l'enseignement préscolaire élémentaire et secondaire. Donc, ceci dit, le besoin que le ministre Guillaume avait exprimé était de 10 000 enseignants contractuels. Maintenant, comme cela trouve, on avait la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités au CND, nous avons dit, ok, nous allons faire travailler les DPE et les communes pour faire le processus de recrutement afin qu'on puisse payer directement ces contractuels au niveau des collectivités locales. D'abord, c'était en attente de la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités. Lorsque ce processus a été engagé, nous nous sommes retrouvés avec 18 000 enseignants au lieu de 10 000 enseignants. Premier problème. Et lorsque vous voyez notre fonction publique, nous avons aujourd'hui 99 500 fonctionnaires. Sur les 89 500 fonctionnaires, nous avons 37 110 fonctionnaires qui sont au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Maintenant, si nous revenons un peu en arrière, en l'an 2000, entre 2012 et 2021, le besoin qui s'était posé au niveau du secteur éducatif, enseignement primaire et secondaire, était de 14 000. Le professeur Alpha Condé en a recruté 25 000. Maintenant, aujourd'hui, on a 37 000 qui sont encore payés au niveau de la fonction publique. Et on veut me faire croire qu'il y a 18 000 comme besoin sur le terrain. Il y a deux possibilités. Soit les 37 000 qui sont au niveau de la fonction publique ne travaillent pas pour le système éducatif à la base dans les collectivités, ou bien les 18 000 enseignants contractuels qu'on est en train de brander n'existent que sur papier. Maintenant, pour régler ce problème-là définitivement et sortir de cette discussion, nous avons mis en place une commission mixte avec l'inspection générale des finances, les syndicats de l'éducation, le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère de l'Éducation, pour aller sur le terrain faire la paix. Lorsqu'ils sont allés sur le terrain, ils ont trouvé qu'il y avait un gonflement de chiffres par certains cadres de l'administration territoriale, par certains cadres de l'éducation, ainsi de suite. Ils sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus, ma position est toujours restée la même. Nous ne pouvons pas avoir 37 000 cadres de l'éducation à l'intérieur du pays et avoir un besoin de 18 000 personnes. Ce n'est pas possible. Donc il faut décanter. Il faut décanter. Maintenant, pour permettre aux enseignants de continuer à travailler, j'ai demandé au ministre du Budget et à mon collègue des Finances d'accepter qu'on puisse faire un arrêté conjoint pour autoriser l'ANASIC à donner de l'argent aux communes pour payer ses contractuels pour 1 mois et pour 2 mois. Mais, sauf que les 2 mois de salaire étaient pour 10 000 personnes, telles que validées par le Conseil des ministres. Nous sommes retrouvés avec 18 000. Nous, on ne pouvait plus changer. Donc, l'argent qui était destiné pour payer 2 mois, tel que validé par le Conseil des ministres, c'est ce qui a été utilisé pour payer 1 mois pour les contractuels. Ils ont continué. À un moment donné, il y a eu beaucoup de bruit. J'ai reçu les syndicats de l'enseignant, des systèmes éducatifs. Après, je suis allé voir M. le Premier ministre qui a demandé, ok, fermez les jeux, essayez de les payer 2 mois. Ce sont ces 2 mois que nous avons payés. Nous sommes dans la période des vacances. Voici la proposition que j'ai faite. Pour moi, il ne s'agit pas pour les acteurs d'aller se retrouver dans les salles de classe ou dans les salles de réunion climatisées pour discuter de la question des enseignants contractuels. La question des enseignants contractuels, c'est quelque chose qui est régi par la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités. Ce n'est pas un problème de fonction publique centrale, ce n'est pas un problème de Paul ou de Pierre, c'est un problème qui concerne les collectivités et les contractuels. Qu'on parte faire un travail sérieux sur le terrain, qui consiste à faire quoi? Nous avons Koya, Akoulia. On a besoin de combien d'enseignants contractuels? D'abord, avant de le faire, il
y a combien d'écoles à Kouria? Dans ces écoles, nous avons combien d'enseignants qui sont payés par la fonction publique centrale? Lorsque nous sortons ce nombre d'enseignants, en fonction du nombre de groupes pédagogiques, nous allons sortir le nombre d'enseignants contractuels. Si ce nombre d'enseignants contractuels est connu, le lendemain, la mairie fera un contrat de fonction publique locale et les arriérés vont être payés. Et bien voilà. Mais si ce n'est pas ça, tout autre arrangement qui sera fait dans ce processus, ça va être juste de déplacer le problème d'un point A à un point B. Demain, nous allons revenir encore là-dessus. Bien voilà. Donc le processus de décantation est en cours. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir été disponible pour nous depuis 9h30. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci de l'attention. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toute notre équipe technique. Restez sur Film FM. Le programme continue. Dit Indren dans quelques minutes avec Mohamed Ba et toute sa team. On se retrouve dans quelques jours.